Alors, bonjour à tout le monde, là. Je ne sais pas, apparemment il y a un problème de connexion. Est-ce que la conférence a déjà commencé? Je vois seulement les participants qui sont là, qui sont déjà une dizaine. Alors, j'aimerais un peu savoir il y a un problème de son ou un problème de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème technique? Si on peut me répondre là-dessus, professeur Bungi. Oui, cher prof, on attend un peu, on commence bientôt là. Juste un petit instant là, on débute. C'est une réunion à 15h15. Effectivement, je pense qu'on ne va pas arriver jusque-là. OK, bon, on attend. J'attends. Merci.
pas disponibles. On va prendre les professeurs, les tout premiers intervenants. Laissez-moi vous les présenter. Madame Sophie. OK, d'accord. Alors, permettez-moi de vous présenter les professeurs Bongi et Fonda. Il est docteur en relations internationales et détenteur d'un certificat en droit international des réfugiés de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Il est professeur à l'Université de Kinshasa dans le département des relations internationales. Actuellement, d'IRCABA au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et il est ici plusieurs fois conseiller il y a cela une vingtaine d'années maintenant, dans plusieurs ministères et puis expert du gouvernement dans les domaines ayant trait à la sécurité, à la justice et notamment il a travaillé pour la République démocratique du Congo dans l'affaire devant la Cour internationale de justice, l'affaire opposant la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il fit doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'Université libre de Kinshasa. Il fut notamment doyen de la faculté de leadership et bonne gouvernance à Leadership Academia. Actuellement, comme je le disais, professeur en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Le professeur Bongi va nous présenter un sous-thème ayant trait à notre conférence de ce jour. Les sous-thèmes, c'est les atouts et les faiblesses de la République du Congo post-coloniale dans les relations internationales. Alors, nous accordons directement la parole au professeur Bongi. Merci, professeur, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup aux organisateurs pour avoir pensé à ma modeste personne pour intervenir dans cette grande conférence qui est un échange scientifique. Donc, je tiens à vous dire vraiment merci. Je remercie aussi en même temps les autres collègues ainsi que les honorables députés qui vont intervenir aussi après moi au cours de cet échange. Je pense notamment à monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaïmé, le professeur Makesse, secrétaire général aux affaires étrangères et professeur du département de la relations internationales. Il y a aussi le professeur Daniel Mbao de la faculté de droit. Et je remercie l'honorable Steve Mbekaï qui sera aussi avec nous. J'espère qu'il a confirmé sa participation. Alors, quand j'ai été abordé, quand j'ai été contacté par les amis pour parler sur les capacités de la RDC post-coloniale, moi, directement, à l'esprit m'est venue l'idée, n'est-ce pas, de pouvoir parler des facteurs dont dispose, les facteurs déterminants dont dispose la RDC pour lui permettre de jouer un rôle important dans les relations internationales. C'est ainsi que moi, je vais aborder le sous-thème sur les atouts et faiblesses de la République démocratique du Congo post-coloniale dans les relations internationales. Alors, comme je disais au début de mon intervention, je dis qu'on ne va pas parler, n'est-ce pas, des capacités, on parle plutôt ici, moi je parle des facteurs, c'est-à-dire les atouts, les possibilités, les moyens dont dispose la République démocratique du Congo et des moyens dont la RDC n'a pas su exploiter au cours de ces 62 ans d'âge comme entité étatique souveraine pour participer dans le jeu international. Et comme on le sait, n'est-ce pas, la vie internationale est par essence compétitive et que la possession ou non la possession de ces paramètres qui constituent, n'est-ce pas, les capacités de l'État, donne à ces derniers des atouts nécessaires de son action sur la scène internationale. Et ces atouts peuvent être de divers ordres, notamment géographiques, économiques, scientifiques, culturels, militaires, démographiques et ainsi de suite. Alors, ça, c'est de façon générale. Mais s'agissant particulièrement de la République démocratique,
quels sont nos atouts, les atouts dont nous disposons, qui constituent, n'est-ce pas, des éléments déterminants qui peuvent permettre, qui auraient dû permettre, n'est-ce pas, à la RDC de pouvoir jouer un rôle important, un rôle de premier plan dans les relations internationales en général et surtout dans les relations internationales africaines. Alors, je mets d'abord au premier plan, n'est-ce pas, un facteur géographique, c'est notamment l'espace. L'espace dont dispose, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, un espace qui est tridimensionnel. Nous avons, dans le territoire de la RDC, il y a l'espace terrestre, nous avons l'espace aérien et nous avons aussi en même temps, n'est-ce pas, l'espace maritime. Et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des États qui disposent, n'est-ce pas, d'un petit espace qu'on appelle parfois, ce sont des micro-États ou des États qui sont vraiment, qui n'ont même pas un accès à la mer, des États parfois confinés, n'est-ce pas, dans leurs limites territoriales, mais qui se sont organisés et qui jouent un rôle important sur le plan international. Donc, quand nous prenons notre étendue, le facteur espace, c'est un atout important, même si il a été démontré stratégiquement qu'il n'y a pas un lien mécanique automatique entre l'étendue territoriale et la force d'un État dans les relations internationales. La Belgique est 80 fois plus grande que moins grande. La RDC est 80 fois plus grande que la Belgique. Mais quand on prend sur le plan organisationnel, sur le plan de l'influence, sur le plan stratégique, la Belgique pèse plus que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, dans les relations internationales. Donc, nous avons un élément qu'on a, l'espace, mais un espace que nous n'avions pas su, n'est-ce pas, bien protégé, un espace que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, n'a pas pu sécuriser et que nous n'avions pas su exploiter pleinement. C'est ainsi que nous avons parfois des espaces inexploités, des espaces, n'est-ce pas, qui auraient dû contribuer à notre puissance, notamment dans le domaine, par exemple, agricole. Mais comme vous allez voir, n'est-ce pas, on constate que nous n'avons pas su exploiter totalement cet espace. C'est donc la nature que Dieu a mis à notre disposition et qui fait qu'aujourd'hui, ça fait parfois l'objet de convoitises. Et que pendant nos 62 ans d'indépendance, n'est-ce pas, nous avons un sérieux problème de contrôle de l'espace. Donc, il y a des espaces qui nous échappent, des espaces non contrôlés, et pourtant, c'est vraiment un atout, même si, comme je l'ai dit, la taille d'un État, ça ne fait pas automatiquement, n'est-ce pas, la force de l'État, même si on peut relativiser, mais c'est un avantage que vous avez, un avantage qu'on a sur le plan de l'agriculture, sur le plan, n'est-ce pas, de l'exploitation des ressources, et c'est vraiment un élément important. Et ça peut permettre à l'État de développer un certain nombre d'activités, et ces activités-là peuvent permettre, n'est-ce pas, à ce que l'État puisse devenir puissant. Donc ça, c'est un atout que dispose de la RDC. Et là, je salue le travail qui est fait maintenant au niveau du ministère, par exemple, de l'aménagement du territoire, avec l'initiative pour répertorier tout ce que la RDC a comme, n'est-ce pas, ressources naturelles, et en même temps décider de l'affectation de l'espace. L'espace, c'est-à-dire pour telle partie de l'espace est destinée, par exemple, destinée à telle activité, Et en ce moment-là, quand on aura défini l'affectation de l'espace, n'est-ce pas, eh bien, on pourra utiliser rationnellement nos différents espaces. Notre territoire, l'espace que nous avons, pour que ça puisse servir au développement. Et c'est maintenant, il y a quand même une utilisation désordonnée de l'espace. Et cela ne contribue pas, n'est-ce pas, au développement de la RDC. Deuxième atout que dispose de la République démocratique du Congo comme facteur important, facteur déterminant dans les relations internationales, c'est le poids démographique. Le poids démographique de la RDC, c'est un atout important. Nous allons considérer, si on essaie, n'est-ce pas, de mesurer ce que nous avons comme population par rapport à l'espace, on n'est pas vraiment totalement peuplé, c'est-à-dire encore des espaces. Et nous avons quand même une population importante. Et quand vous avez une population, comme disait Mao, ce sont des mains pour travailler. Et c'est un atout important, le poids démographique. Et quand on fait, n'est-ce pas, on analyse la démographie, la situation de la population de la RDC, on verra que la majorité est constituée de jeunes. Et que ces jeunes-là, ce sont des main-d'œuvre, n'est-ce pas, une main-d'œuvre pour le travail, pour participer à la production. Mais est-ce que nous avons profité de cet atout? Est-ce que
nous avions pu mettre en place, n'est-ce pas, des mécanismes pour que nous puissions avoir une population de qualité. C'est ainsi qu'on parle parfois, n'est-ce pas, des éléments qualitatifs de la population. La population, n'est-ce pas, doit être de qualité. Donc, le facteur humain, l'homme, n'est-ce pas, l'homme, c'est un atout important en ce qui concerne le développement de sa nation. Et ce facteur humain, n'est-ce pas, ça constitue un élément important. Mais il faudrait que cet atout, c'est-à-dire ce facteur humain, notamment la population, n'est-ce pas, puisse être de qualité, c'est-à-dire sur base, n'est-ce pas, des éléments qualitatifs de la population. On voit notamment la santé de la population, l'éducation, les niveaux d'instruction, les conditions dans lesquelles aussi, n'est-ce pas, vit cette population. Ce sont des éléments qui permettent, n'est-ce pas, dans ces référents, même à l'indice de développement humain, l'IDH, indice et indicateur de développement humain. Donc, ça peut permettre, n'est-ce pas, à la RDC de pouvoir mettre à profit, n'est-ce pas, atout démographique pour que ça puisse contribuer réellement au développement. Mais est-ce que nous l'avions fait? Est-ce que nous avions une politique de planification, une politique, n'est-ce pas, de savoir comment utiliser cette population pour qu'elle serve Autre élément important, ce sont tout ce que la nature nous a doté comme la ressource naturelle. C'est encore un atout important de la République démocratique du Congo post-coloniale. Nous avons aujourd'hui dans notre pays certaines ressources qu'on est en train de découvrir, qui avant l'époque coloniale, on ne savait pas que ça existait. Mais aujourd'hui, nous avons des ressources naturelles qu'on est en train de découvrir, n'est-ce pas? Tant aussi bien sur le plan de minerais, sur le plan, par exemple, des réserves, sur le plan des aires protégées. Et ça constitue quand même un élément très important. Mais comment utilisons-nous, n'est-ce pas? Est-ce que nous utilisons rationnellement ces ressources naturelles? Est-ce que ces ressources naturelles servent réellement au développement de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a une exploitation optimale et rationnelle de façon à ce que le produit issu, n'est-ce pas, de l'exploitation de ces ressources naturelles, que ça puisse contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Alors, il y a aussi un autre atout, n'est-ce pas, un autre élément important, n'est-ce pas, que comme atout dont dispose la République démocratique du Congo. Il y a nous avons parlé de l'espace, et puis il y a un élément que j'avais oublié, n'est-ce pas, de pouvoir insérer, c'est notamment la position géostratégique de la République démocratique du Congo, qui aurait dû constituer aussi, n'est-ce pas, un atout important. Mais malheureusement, là, ça pose problème. Alors, maintenant, en dehors de ces éléments-là, on peut aussi ajouter n'est-ce pas? Nous avions, il y a eu après, il y a eu, n'est-ce pas, ce problème, notamment en ce qui concerne, n'est-ce pas, la qualité aussi bien de notre appareil diplomatique que la qualité aussi de notre appareil stratégique, c'est-à-dire l'armée, puisque l'existence d'un bon appareil diplomatique est une condition essentielle à l'efficacité de l'action de l'État en temps de paix comme en temps de guerre. Et que c'est un élément de dissuasion, c'est un élément important. C'est un atout, n'est-ce pas, qu'on aurait pu disposer avec tout ce que nous avons comme population, avec la taille, n'est-ce pas, de notre armée,
ça devrait être un atout important. Alors maintenant, ces atouts, est-ce que nous les avons bien exploités? Puis c'est ça qui va justifier maintenant les faiblesses de la République démocratique du Congo dans les relations internationales. Alors, quelle est la première faiblesse? La première faiblesse, c'est en ce qui concerne l'organisation collective. L'organisation collective, c'est un élément important, puisque une organisation collective, n'est-ce pas, exprime l'attitude d'une société donnée à mobiliser de la meilleure façon possible ses propres ressources physiques, matérielles et humaines pour en tirer la meilleure partie et développer un surcroît de force sans rapport, n'est-ce pas, avec les ressources initiales. Donc, les États qui disposent d'une bonne organisation collective peuvent mettre en œuvre, n'est-ce pas, un coefficient de mobilisation très élevé de leurs ressources économiques potentielles et disposent, n'est-ce pas, en conséquence des ressources économiques actuelles très limitées. C'est ce qui nous manque. C'est la faiblesse de la RDC, c'est l'organisation collective au niveau, n'est-ce pas, de notre nation. Nous ne sommes pas très organisés et vous verrez qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles, notamment par manque d'infrastructures. Pendant qu'il y a des pommes de terre qui pourrissent quelque part, eh bien, à Kinshasa, parfois, on vous dit non, on doit importer. On doit importer les pommes de terre alors qu'on aurait dû les cultiver ou se cultiver quelque part, mais ça n'arrive pas au niveau, n'est-ce pas, de la capitale. Deuxième élément, n'est-ce pas, qui fait des fois la RDC pour jouer véritablement son rôle dans les relations internationales, n'est-ce pas, dans ses capacités, c'est notamment la qualité de la population. Oui, là, nous avons une population, n'est-ce pas, en nombre, mais est-ce sur le plan quantitatif, oui, mais est-ce que sur le plan qualitatif? Il y a une formation qui est assurée. Quelles sont, n'est-ce pas, les politiques de planification que nous avons pu mettre en place pour permettre, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse planifier, savoir que, bon, voilà, telle année, nous avons tel projet, ainsi de suite. Et ça, c'est encore un élément important dans le secteur de l'éducation. Qu'est-ce que nous avions formé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Et les personnes qui ont été formées, c'est pour quelle fin? C'est pour quelle utilisation? Donc, c'est encore un élément, un point d'interrogation. Je me rappelle à un moment donné, quand le programme des 5 chantiers a commencé, les experts chinois sont arrivés. Il était question maintenant de pouvoir les électriciens hautement qualifiés. Il n'y en avait pas. Nous étions butés, n'est-ce pas? Les électriciens, oui, mais les maçons hautement qualifiés, on avait. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on considérait que l'Europe, par exemple, des maçons, c'était un métier qui était réservé aux vieux, alors qu'actuellement, on a besoin des maçons. Alors, nous avions orienté tout le monde, n'est-ce pas, dans la formation, dans les matières où on estimait que là, la personne peut devenir ministre. Et nous avions négligé, n'est-ce pas, il deviendra cadre de l'entreprise. Et nous avons négligé les gens qu'on peut affecter directement dans des secteurs productifs, dans des secteurs de création de richesses. Et cela nous a posé aussi, n'est-ce pas, un problème. La faiblesse aussi de la RDC, c'est en ce qui concerne, par exemple, l'attraction des investissements. Nous avons une faiblesse de ce côté-là. Pour attirer, est-ce que nous créons, n'est-ce pas, un cadre propice pour attirer les investisseurs? Ça, c'est encore un autre problème. Et le climat des affaires en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pose parfois problème. La sécurité juridique pour assurer, n'est-ce pas, les investisseurs. Et les gens, n'est-ce pas, n'ont jamais oublié les mauvaises mesures de 1973, de novembre 73, notamment sur la zaïrianisation, qui a laissé, n'est-ce pas, un goût amer. Et les gens qui viennent, n'est-ce pas, eh bien, doutent parfois de est-ce que nous pouvons investir en République démocratique. Est-ce que c'est un pays attractif? Avons-nous un coût des investissements attractifs? Et quelles sont les garanties que nous donnons, n'est-ce pas, aux investisseurs? Est-ce que nous les garantissons? Est-ce que l'aide de certains pays attractifs, c'est-à-dire celui qui rassure, où les gens peuvent, n'est-ce pas, venir investir dans notre pays? Et puis nous saluons les efforts du gouvernement actuel, n'est-ce pas, pour rassurer les investisseurs et pour attirer, n'est-ce pas, ces mêmes investisseurs. C'est ainsi qu'ils viennent, ces derniers temps, ils sont quand même nombreux, mais il y a un problème de l'insécurité, n'est-ce pas, qui parfois décourage. C'est ainsi que ces investisseurs choisissent là où il peut aller placer son argent, il va investir dans quel secteur, ainsi de suite. Et donc, n'est-ce pas, nous devons sortir de la catégorie des pays à haut risque.
pour d'entrer dans la catégorie, n'est-ce pas, des pays qui rassurent les investisseurs. Alors, il y a un problème aussi de faiblesse pour la RDC, c'est dans la consommation des crédits. Les crédits, n'est-ce pas, que les partenaires affectent, n'est-ce pas, pour la RDC, nous avons un problème de sous-consommation. Pourquoi? Parce que nous ne présentons pas des projets, n'est-ce pas, des projets bancables, des projets bien ficelés et qui peuvent obtenir, n'est-ce pas, l'aval ou l'accord des investisseurs. Et nous avons un autre problème, c'est en ce qui concerne l'appareil diplomatico-stratégique. C'est un élément important, l'appareil diplomatico-stratégique. Nous devons avoir en même temps un appareil diplomatique efficace avec des bons diplomates, des gens motivés, défenseurs de l'intérêt national. Mais cet appareil diplomatique doit être couplé par un appareil stratégique, n'est-ce pas, qu'on appelle l'armée. La République démocratique du Congo, de par sa vocation africaine, de par sa position géostratégique, n'est-ce pas, est condamnée, n'est-ce pas, à disposer d'une armée puissante. Armée puissante comme élément de dissuasion. Armée, n'est-ce pas, comme élément important, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Donc, voilà, ce sont ces différents éléments. Voilà, je crois qu'en conclusion, je peux dire que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et il y a des réformes que nous devons introduire dans notre pays, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'organisation collective, l'amélioration de la qualité de la population, le problème de consommation des crédits, le problème de pouvoir attirer les investisseurs pour que nous puissions réunir tous ces éléments. Si en étant forts sur le plan interne, en réunissant, n'est-ce pas, un certain nombre de paramètres sur le plan économique, qu'on pourra devenir puissant dans les relations internationales et qu'on pourra parler de la RDC. Mais en même temps aussi, nous avons une grosse erreur où nous croyons que c'est avec la coopération internationale que nous pouvons développer la RDC. Non, la coopération internationale ne vient pas développer un État. La coopération internationale vient en appui à un effort interne. Donc, c'est un plus, n'est-ce pas, pour vous accompagner, mais c'est d'abord un effort interne qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de peser de tout votre poids dans les relations internationales africaines. Voilà. Je vois déjà l'honorable Steve Mbekaï qui est là. Je vois aussi les autres. Je les salue. Et moi, je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bongui. Merci, professeur Bongui, pour votre pertinente intervention. Nous rappelons que les jeux de questions-réponses viendra juste après les différentes interventions que nous allons recevoir de nos orateurs. Nous étions en train de les dire au départ que nous souhaitions la bienvenue à tout le monde et le professeur Bongui nous a présenté des éléments importants nous permettant de comprendre d'où nous venons exactement et du point de vue international, notamment les moyens que la RDC dispose déjà ou les différents atouts. Il a parlé de l'atout, notamment du point de vue géographique, du point de vue démographique et les différentes ressources naturelles que nous avons. Et puis, il a évoqué les différentes faiblesses que la RDC présente qui ne lui permettent pas de décoller sur les plans internationaux. Et notamment, j'ai beaucoup apprécié la conclusion. Il dit que ce n'est pas la coopération internationale qui peut faire à ce qu'un État puisse se développer. C'est un élément qui vient en appui pour permettre à un État de se développer. Ce sont les efforts internes qui sont appuyés par cette coopération internationale pour que l'État se développe. Et donc, l'assistance, nous notons nos questions. Elles viendront en dernier lieu et puis le professeur Bongui va réagir. À présent, je le disais au départ, je passe la parole à Madame Sophie pour présenter un mot de bienvenue, comme l'honorable Mbikaï est aussi déjà là. Merci beaucoup. Madame Sophie, vous avez la parole. J'espère que vous m'entendez. Oui, Monsieur Prosper, merci pour la parole. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence d'ordre patriotique. Cette conférence nous permet de réfléchir et de proposer des pistes de solutions concernant la situation de notre pays. Depuis son ascension à la souveraineté nationale et internationale, demain le 30 juin 2023, 60 ans après l'indépendance de la RDC, nous pensons qu'il est possible de faire décoller ce pays. La Chine a démarré son moteur en 1949 et aujourd'hui, elle menace économiquement l'Amérique et l'Europe.
Voici pour nous l'occasion d'échanger de manière franche afin de proposer un nouveau paradigme à notre cher et beau pays, la RDC. Et la fibre scientifique choisie pour la thématique sous examen est suffisamment outillée pour nous aider. Encore une fois de plus, soyez tous les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Prosper. Merci, Madame la Présidente de la communauté congolaise en formation en Chine de la ville de Beijing, Madame Sophie Tati, pour ces mots de bienvenue. Je voudrais rappeler que j'ai commodère cette conférence avec Monsieur le Président Jeff. J'espère qu'il est en ligne pour faire la suite de la présentation de l'intervenant. L'honorable Mika est déjà en ligne. Monsieur Jeff, vous voulez rester? S'il n'est pas en ligne, il n'y a pas de problème. OK. Alors, on va faire une nouvelle présentation. Maintenant, on va passer à notre deuxième intervenant. Nous l'avions déjà annoncé. Alors, honorable Steve Mika, il est ingénieur en génie mécanique des productions. Il a été plusieurs fois ministre dans notre pays, la moitié du Congo, à l'enseignement supérieur notamment, et aussi aux actions humanitaires. 3 fois député national, et il est d'ailleurs encore député national. Il a été plusieurs fois dans les différentes institutions publiques ou les services publics de l'État, notamment à l'ONATRA. Et il va aujourd'hui nous présenter la situation concernant notre thème général sur la capacité nationale de la RDC dans l'ère post-coloniale. Alors, honorable, avec tous nos respects, nous vous demandons, nous n'oublions pas qu'il est aussi le fondateur et président national du Parti travailliste et initiateur, mais aussi président du regroupement politique Front Patriotique 2023. Alors, honorable, nous vous accordons la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Chers membres de la communauté congolaise en formation en Chine, je salue aussi tous les intervenants. D'entrée de jeu, je félicite les membres de la communauté congolaise en formation en Chine pour la belle occasion qu'ils m'offrent d'échanger autour de cet important thème qui est les capacités nationales de l'RDC dans l'ère post-coloniale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer et remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mes salutations s'adressent plus particulièrement au professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, Daniel Makesse, Bongi Fonda Efolote et Daniel Mbaou, éminents intervenants dans ces débats. En ce qui me concerne, ma modeste contribution portera sur le sous-thème suivant: le néocolonialisme, un frein au développement de l'Afrique, cas de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, la capacité est définie comme le pouvoir ou l'aptitude à accomplir une tâche nécessitant une compétence. Il s'agit de la qualité que possède un individu de pouvoir réaliser quelque chose. Cette capacité se concrétise et se vérifie dans des comportements par les productions et les performances. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit essentiellement de la capacité politique de la RDC que j'ai transposée sur l'Afrique
parce que tous les pays du continent font face aux mêmes problèmes. Sur le plan politique, la capacité et la faculté de mobiliser les ressources nécessaires pour effectuer des choix collectifs pertinents et de fixer des orientations stratégiques pour l'allocation des ressources à des fins politiques. Dans le cas de ces débats, cette capacité se situe dans l'ère postcoloniale. Pour des raisons évidentes, je préfère situer cette capacité dans l'ère du néocolonialisme des pays africains. Le terme postcolonial désigne un moment historique de la rupture radicale avec la domination impérialiste. Or, pareille rupture n'a pas encore vu le jour. Les pays africains sont toujours sous les jougs des impérialistes qui les maintiennent dans une totale pauvreté. Les causes de cette pauvreté que j'aborde ici sont notamment l'exportation de nos matières premières à l'état brut. 2, le contrôle de tous les secteurs économiques par les étrangers. Et enfin, 3, la fuite des capitaux. 1, exportation des matières premières à l'état brut. De l'entame de la colonisation, le colonisateur savait que le colonisé finira par s'affranchir politiquement et demander et obtenir son indépendance politique. Or, le but principal de la colonisation était le pillage des ressources naturelles des pays colonisés. Tout a été mis en œuvre pour qu'au-delà de l'indépendance politique, cette exploitation se poursuive. Ainsi, il fallait considérer l'Afrique comme un grenier dont les matières premières exploitées devaient être transformées très loin du continent. Ainsi, il ne fallait pas doter nos pays de la technologie, des industries, transformation des matières premières en produits finis, de sorte que nos pays demeurent colonisés sur le plan économique et continuent à dépendre toujours des pays colonisateurs. Si, par exemple, une usine de transformation du cuivre de la Gécamine était installée à Lubumbashi, on dépenserait moins. Mais par égoïsme et en vue de pérenniser la dépendance, les industries de transformation ont été installées trop loin dans des pays colonisateurs en vue de soutenir leurs économies et de créer de l'emploi chez eux. Plus de 100 ans après l'indépendance, rien n'a changé. L'Afrique n'a pas réussi à renverser la vapeur. À quelques exceptions près, toutes les matières premières sont toujours exportées à l'état brut et les produits finis qui en découlent ne sont vendus très cher. Ceci maintient les pays africains dans une pauvreté criante et freine leur industrialisation, ne permettant pas la création des emplois pour les jeunes. Or, aucun pays ne peut se développer dans ces conditions. Certains pays prennent des mesures en vue de commencer à sortir de cette forme du néocolonialisme économique. C'est le cas de la Tanzanie qui, depuis 2017, a opté pour l'interdiction totale de toute exportation des minéraux bruts et non traités, une manière de booster l'emploi et de créer une industrie locale de transformation. Cette interdiction s'inscrit aussi dans une volonté d'acquérir des postes d'exploitation à forte valeur ajoutée et par ricochet plus intéressant pour les caisses de l'État. Conformément à cette décision, l'ensemble des opérateurs qui exportaient les minéraux pour le compte des industries de traitement
des fonds ou d'affinage à l'étranger devait stopper net toute activité et développer ces techniques au niveau local. Ainsi, ces pays a visé à résorber le chômage en forçant l'implantation d'unités de transformation devant tirer plus de revenus d'exportation de minerais. La RDC, notre pays, devra emboîter le pas à la Tanzanie et au Botswana, qui a interdit l'exploitation de son diamant à l'état brut, en prenant des mesures de protection qui viseraient à doter les pays des bases industrielles et de faire la dépendance aux marchés internationaux. L'œuvre d'une industrie de transformation résiliente déboucherait sur une diversification des postes à l'exportation et permettrait l'apparition d'industries connexes en direction du marché local, régional, voire international, gage d'une indépendance relative économique, parce qu'à ce jour, aucun pays n'est totalement indépendant économiquement. 2. Le contrôle de tous les secteurs économiques par les étrangers. Un pays ne peut se dire indépendant alors que les leviers de l'économie nationale sont tous tenus par les étrangers. En République démocratique du Congo, 90% des entreprises sont tenues par des étrangers. Selon les informations à ma possession, environ 26 000 expatriés régulièrement inscrits au poste de service d'immigration contrôlent 80% de l'industrie et du commerce formel. L'essentiel de l'impôt est payé par ces étrangers qui contrôlent 90% de notre économie. Comment pouvons-nous affirmer que nous sommes indépendants alors que nous ne contrôlons que 20% des unités de production de notre propre pays? Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour inverser la tendance. La première de ces mesures devra être celle d'interdire l'exportation de notre diamant, notre cuivre, notre coltan, nos bois, ainsi de suite, à l'état brut. Ceux qui voudraient continuer à exploiter ces matières premières devraient installer les industries de transformation plus près des sites d'exploitation. Cette industrialisation stimulera la productivité par l'introduction de nouvelles techniques et technologies, créera des emplois, rehaussera les compétences, la main-d'œuvre locale, favorisera l'économie formelle, améliorera l'économie en général et participera à la stabilité sociale de notre pays et il pourra amorcer le processus vers le développement. 3. Enfin, la fuite des capitaux. Les pays africains dont les populations sont les plus malheureuses de toute la planète alimentent les pays riches en capitaux. Les dirigeants africains amassent des milliers de dollars qu'ils placent dans des banques à l'étranger, essentiellement en Occident. Ces fonds venant des pays pauvres vont soutenir les économies des pays riches. Si tous les dirigeants de notre pays, le Congo par exemple, des années d'indépendance à ce jour, créaient des petites et moyennes entreprises, je pense que notre pays n'allait pas régorger autant de chômeurs. Or, cet argent est gardé dans des banques en Suisse, en France, en Chine même, que sais-je encore. Le continent présente un paradoxe. D'une part, la plupart des pays africains affichent des écarts chroniques entre épargne et investissement. D'autre part, le continent constitue une source de volume important et croissant en matière de sortie de capitaux non enregistrés ou de fuite des capitaux. Environ 88,6 milliards de dollars
sortent illégalement des pays africains chaque année, estime la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Dans un rapport 2020 qui pointe spécifiquement du doigt l'évasion fiscale, la mauvaise facturation et d'autres activités criminelles. On estime que depuis 4 décennies, le continent a perdu jusqu'à 1 300 milliards de dollars par les biais de la fuite des capitaux des pays africains. La fuite des capitaux en provenance de ces pays est favorisée par des multiplications de juridictions pratiquant le secret bancaire, refuges ou paradis fiscaux qui permettent de transférer et de simuler des capitaux illicites. Il s'agit notamment du détournement des exportations des ressources naturelles, de l'évasion fiscale, de la corruption et essentiellement des détournements opérés par la classe dirigeante. Cette fuite de capitaux couplée à l'exportation de nos matières premières à l'état brut qui freine l'industrialisation de nos pays pose un sérieux problème de développement pour les économies des pays africains en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Nos États doivent conjuguer des efforts pour mettre fin à cet état des choses, au mieux des intérêts de la population en général et de notre jeunesse en particulier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, honorable, pour votre riche intervention. Nous rappelons que les sous-thèmes abordés portent sur les néocolonialismes qui constituent un frein au développement de l'Afrique et notamment les cas de la première moitié du Congo parce que c'est de la RDC qu'il s'agit. Et l'honorable a présenté plusieurs points démontrant effectivement qu'il y a un frein lié au développement, notamment l'exploitation des matières premières à l'état brut, la fuite des capitaux, et un peu comme tous les scientifiques avertis s'exclament, c'est disant la République démocratique du Congo, un pays extrêmement riche, naturellement riche, mais il y a un paradoxe criant qui se présente du fait que ces pays naturellement riches, mais avec une population extrêmement pauvre. Et il a notamment présenté des pistes et des solutions. Il a même souligné que plus de 90% des entreprises ou de l'économie de notre pays est tenue ou sont tenues par les étrangers. Et on peut bien les comprendre que ces capitaux ne sont pas orientés vers le développement de la RDC, mais ils sont plutôt orientés vers le développement de ces États qui viennent exercer chez nous, sans pour autant être xénophobes, sans pour autant refuser l'accès aux étrangers dans notre pays. Il est pratiquement temps pour que les fils du pays s'élèvent et qu'ils se présentent de sorte que le développement de ces pays naturellement riches soit au rendez-vous. Alors, nous allons passer au jeu de questions-réponses. Je nous rappelle qu'il y a déjà 2 intervenants qui nous ont présenté leur exposé. Les tout premiers, c'était les professeurs Bongui et Fonda. Et les deuxièmes, c'est l'honorable Mbikaï. Alors, nous allons passer au jeu de questions-réponses. On va prendre une série. Les intervenants vont réagir. Quand vous posez la question, merci de spécifier à qui vous posez exactement votre question. Nous allons noter afin d'aider les orateurs à répondre. Merci. Vous n'avez qu'à lever votre main ou à signaler. La technique va nous aider et puis on va répondre les questions. Je vois Moine Foumou. Oui, vous pouvez. Est-ce que vous m'écoutez la modération? Excusez-moi. Oui. Oui, on vous suit. Oui, je suis là. Oui, on vous suit. Oh, merci beaucoup. De prime abord,
je vais devoir féliciter la communauté congolaise en formation en Chine, la celle de Wuhan, qui a pu organiser cette journée ou soirée afin de réfléchir sur notre mère patrie 60 ans après son indépendance. Et de cette même manière, je vais devoir remercier les différents intervenants déjà, de deux qui viennent déjà de réaliser leurs interventions. Et ma préoccupation s'adresse au premier intervenant. Et professeur, vous avez parlé en fait vous avez parlé des forces et faiblesses qui caractérisent notre pays. Et vous avez même ici parlé de relations internationales qui sont caractérisées par une compétitivité. Et ici, ma préoccupation a deux aspects. Le premier aspect est en rapport avec la fuite des cerveaux. Que pouvez-vous proposer, professeur, afin d'éviter cette fuite des cerveaux si, en fait, une question vous est posée dans la stratégie de pouvoir trouver des solutions? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Chine, il y en a qui sont en Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas, à travers le monde, qui sont formés, et même les Congolais qui l'on forme chez nous au pays, mais qui préfèrent prester ailleurs. Mais alors, à ce niveau ici, qu'est-ce que vous pouvez vraiment proposer à l'exécutif, sinon aux opérateurs économiques, afin d'attirer les fils pays, les patriotes qui désirent vraiment prester chez nous? Ça, c'était le premier volet de notre intervention. Le second volet, vous avez également parlé de l'organisation politique qui est l'une des faiblesses qui compte notre pays. Vous avez parlé, donc, je disais, de l'organisation politique qui est en fait l'une des faiblesses. Et que conseilleriez-vous ou quel conseil que vous pouvez-vous proposer ou suggérer à l'organisation politique? Parce que là, j'étais en train de lire sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ce sont les réseaux sociaux, mais qui donnent quand même une certaine vérité de ce qui se passe, que notre pays bat aujourd'hui les records en termes de partis politiques. Certes, certains diront que la RDC a des superficies très, très importantes, mais vous avez déjà dit que la superficie n'a pas vraiment un impact direct sur les rapports de force, sinon la compétitivité en relations internationales. Mais ne trouvez-vous pas que, on peut même dire que la RDC, en fait, c'est un pays un peu, excusez-moi les termes, peut-être des égoïstes qui voudraient que chacun ait un parti politique, par exemple. Au lieu d'aligner les mêmes esprits, comme on voit ailleurs, à gauche, à droite, les centres ou même les indécis. Donc, ici, cette seconde préoccupation, justement, voudrait bien que vous puissiez nous dire à quoi est-ce que vous pensez quand vous parlez de l'organisation, d'une bonne organisation politique et de l'instabilité sécuritaire. Parce que même peut-être aussi, parce que là, c'est aussi un sous-volet de ces deuxième volets qui, vous parlez de l'insécurité ou de l'instabilité sécuritaire, mais apparemment, c'est aussi un aspect qui nous est en fait importé d'ailleurs, ou les gens ou les personnes qui nous imposent ça. Comment est-ce que pouvez-vous nous expliquer cet aspect-là, monsieur le professeur? Et même pour terminer, je vais devoir aussi jeter vraiment des fleurs à la modération, monsieur Prosper, dans la mesure où vous êtes en train de résumer les différentes interventions. Un trois coups de chapeau pour ça, et ça permet à tous ceux-là qui nous rejoignent, même en retard, de pouvoir comprendre la quintessence ou sinon les différents éléments qui sont déjà déclinés ici. Et merci pour ça. Merci à vous aussi, madame et Tati, pour votre mot de bienvenue. Merci une fois de plus. Je vous retourne la parole.
Merci. J'avais un problème de connexion là, et puis j'ai suivi seulement ces derniers mots. Il parlait de l'instabilité politique. Est-ce que je peux répondre? Prof, je peux récapituler, je peux vous rappeler les questions, je peux vous présenter les questions telles qu'il les a posées. Oui. Nous avons voulu prendre d'abord une série. Ah, d'accord. Vous donner la parole. Okay. Merci. Je coupe mon micro alors. Je coupe mon micro. Merci. Bon, il y a la main levée de M. Alpha. Je pense qu'on peut vous accorder la parole pour poser votre question. M. Alpha, vous avez la parole pour la question. Ok, merci, monsieur le modérateur. Merci pour la parole. Je suis Alphonse Kakanda, étudiant dans la ville de Shanghai. J'ai dit déjà merci à nos intervenants, le professeur Bongui et l'honorable Estelle Mikaï pour leurs deux interventions. Alors, j'ai une petite question pour le professeur Bongui. Une toute petite question. Le professeur a évoqué certains atouts. Il a évoqué des atouts et des faiblesses. Les atouts qui peuvent aider la RDC à décoller et les faiblesses qui la freinent encore. Il a en premier lieu évoqué le facteur géographique que je peux aussi lier au facteur démographique. Je pense qu'il y a un petit lien entre les deux facteurs. Le facteur géographique qui a été présenté par le professeur comme un facteur devant nécessairement favoriser le décollage de la RDC, à une certaine mesure, bien sûr. J'aimerais que le professeur me donne son avis sur une certaine opinion. Il y a une certaine opinion qui soutient que aujourd'hui là, la géographie de la RDC ou l'espace qu'occupe notre pays actuellement en Afrique, son grand espace, sa grande superficie, actuellement, ne peut plus être compté comme un atout. C'est maintenant un handicap. Et que la solution serait, par exemple, de démanteler le pays en des petits morceaux pour peut-être que les choses aillent mieux. Est-ce que le professeur a un avis à donner sur cette opinion? Des gens qui pensent que le grand espace de la RDC aujourd'hui là se présente comme un handicap et que cela nécessite un certain démantèlement de la RDC. Les autres parlent comment dire, il y a un mot qui est utilisé, quand j'ai oublié les mots. Voilà. Et une autre petite préoccupation pour notre second intervenant, monsieur l'honorable Estelle Mikaï, j'aimerais, en fait, j'ai eu comme impression que l'honorable a plus, en fait, il s'est plus positionné en accusateur des Occidentaux ou de ceux qui nous ont colonisés, peut-être qui continuent à nous coloniser. Et en fait, moi, je me demande, est-ce que l'honorable ne pense pas qu'à l'heure actuelle, nous devons plus mettre l'accent sur ce que nous devons nous faire là pour que notre pays se développe, plutôt que continuer à accuser les colonisateurs. Parce que, par exemple, quand l'honorable parle, par exemple, du contrôle des secteurs économiques par les étrangers, moi, je me dis, c'est peut-être parce que les étrangers sont meilleurs gestionnaires que nous. Ne devrions-nous pas peut-être voir qu'est-ce que nous devons nous faire là pour faire décoller notre pays au lieu de continuer à accuser le colon qui nous a laissé il y a plusieurs années d'ailleurs. Merci.
Merci beaucoup, M. Alpha, pour votre question. Je pense que les intervenants ont pu bien noter cela. Là, nous accordons la parole, je pense, avant la dernière, à M. Dr Yann Benseke. Monsieur Docteur, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je tiens à me présenter. Je suis Dr Yannick Benseke. Je suis médecin du gouvernement congolais en formation en Chine. Donc, je fais la médecine générale au pays à l'université de Kinshasa. Et là, je suis dans un programme de formation en master en santé publique. Je vais poser mes premières questions au professeur Bongui et je vais acheminer avec l'honorable Steven Bikai. Au professeur Bongui, je voudrais un peu savoir pourquoi la RDC, avec la population qui égorge la RDC, parce que dans des thèses que je lis souvent, on dit que la richesse d'un pays, c'est sa population. Mais pourquoi en RDC, la vaste population qu'elle égorge n'est pas un atout pour définir cette puissance? Ça, c'est pour le professeur Bongui. Et pour l'honorable Steve Bikai, vous avez parlé sur le fuite des capitaux et vous avez martelé sur la complicité des banques qui sont ouvertes au Congo. J'aimerais savoir, parce qu'ici en Chine, la banque, la Serious Bank, c'est la Bank of China, la banque du gouvernement qui ouvre ses guichets directement à ses populations. Mais je m'étonne chez nous au pays, la Banque centrale du Congo, il n'y a aucun guichet qui est en contact direct avec notre population. Je vois Equity Bank, je vois Robank, je vois le TMB, beaucoup de banques expatriées qui sont en contact direct avec la population, alors que la Banque centrale du Congo n'est pas visible, c'est comme si elle est derrière toutes ces banques qui sont directement attachées à cette population. J'aimerais savoir si cette façon-là, cette façon de gérer l'économie avec les banques étrangères, est-ce que la Banque centrale du Congo n'est pas aujourd'hui un danger pour notre pays ou elle permet à son développement? Les taux d'inflation aujourd'hui, elle peut être régulée directement à la banque, mais on ne comprend pas pourquoi notre banque centrale, qui devait en principe être la meilleure, la plus crédible, la plus proche de notre population, elle ne joue pas son rôle. Merci. Merci beaucoup, docteur Yann. Nous allons prendre la toute dernière intervention. Monsieur René. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et je vais m'adresser précisément au professeur Bongui. Je m'appelle Monsieur René Ngambwa, assistant à l'Université de Kinshasa. Ma question est adressée au professeur Bongui qui a parlé tout à l'heure du développement de la RDC. J'aimerais savoir, cher professeur, quand on parle du développement de la République démocratique du Congo, demain, ça fera, si j'ai une bonne mémoire, 63 ans d'indépendance. Avec tout le diplôme qu'on a, tous les intellectuels, ainsi de suite, et vous, en tant que professeur, quelle est votre contribution ou bien les contributions du corps professoral dans le développement de l'homme congolais? Car, dit-on, on ne développe pas un pays, mais on se développe. Parce que en regardant notre pays, j'ai comme l'impression que nous voulons beaucoup plus développer le Congo, mais pas l'homme congolais. Or,
si développement il peut y avoir, nous devons commencer le développement à partir de l'homme congolais. Alors, vous, chers professeurs, que diriez-vous ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à développer l'homme congolais? Je vous remercie. Merci beaucoup, assistant Rémi, pour votre question. Alors, je voudrais respectueusement solliciter, parce qu'il y a dans l'assistance, il y en a qui ont demandé s'ils pouvaient voir les professeurs, son visage. Je ne sais pas si ce sera possible pour le professeur Bourgui d'allumer sa caméra, si ce sera possible, bien entendu. Alors, pour présenter l'économie des différentes questions qui ont été posées, probablement il y avait un problème de connexion. Je vais rapidement les présenter. On va commencer avec les premiers intervenants. Donc, le professeur Bongui. Par la suite, l'honorable va clôturer pour cette première série de questions. Alors, les deux premières questions, Monsieur Alain a posé la question sur la fuite des cerveaux. La question est destinée au professeur Bongui. Sur la fuite des cerveaux, quelles pensées stratégiques les professeurs peuvent proposer en ce qui concerne la fuite des cerveaux? Il y en a nombreux qui partent étudier ailleurs, mais qui ne voient pas les climats assainis leur permettant à exploser leur talent ou leur connaissance sur les territoires congolais. La deuxième question, toujours au professeur Bongui, dit la RDC, vous aviez parlé dans votre présentation de l'organisation politique et de l'instabilité sécuritaire. Qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution? Le deuxième intervenant, c'était M. Alpha. Il pose une question au professeur Bongui. Il demande son avis sur une certaine opinion, on peut dire idée reçue, qui présente la chose selon laquelle l'aspect géographique de la RDC constitue plutôt un handicap. Et ne serait-il pas temps de couper pour se développer dans ce sens-là? Et puis, il pose la question à l'honorable. Il pense que l'honorable a plus porté les costumes d'accusateur. Ce sont ces mots, les occidentaux. Alors, oui, les néocolonialistes ne pensent-ils pas que c'est le temps de travailler nous-mêmes pour continuer les développements qu'on a, enfin, pour lesquels on a donné les ans, de continuer à accuser les Occidentaux. Et puis les docteurs, est-ce que la population de la RDC constitue que les profs expliquent? Et il pose aussi la question à l'honorable en ce qui concerne la BCC, les actions de la Banque centrale du Congo. Il demande si finalement la Banque centrale du Congo n'est pas un piège ou un danger pour la République, parce que finalement, du point de vue économique, régulation du cours, rien ne marche. Et enfin, c'est l'assistant Rédé qui pose une question au professeur Bongui en demandant la contribution du corps professoral dans l'homme congolais. Voilà, nous accordons la parole au professeur Jean-René Bongui pour cette première série de questions. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Il y a un problème, la connexion est un peu instable, mais j'ai pu quand même retenir, comprendre les questions qui ont été posées. Et aussi, quand vous avez essayé de résumer, là, j'ai aussi noté. Alors, la première question, c'est celle de M. Alain, en rapport avec la fuite des cerveaux. Et comme vous le savez, beaucoup d'États nouvellement indépendants, n'est-ce pas, ont consacré ou consacrent encore des budgets énormes à l'éducation. Mais très souvent, les résultats consistent à accentuer même l'exode rural, dans la mesure où les gens instruits partent à la ville à la recherche d'un emploi hypothétique et contribuent par le fait même à l'augmentation de la masse des chômeurs. Ça, c'est un premier élément. Les gens ont été formés, ils doivent aller chercher le boulot, le travail, c'est dans les milieux urbains. On n'a pas su créer de l'emploi, n'est-ce pas, à l'intérieur. Vous verrez qu'un ingénieur agronome préfère travailler
n'est-ce pas, ici à Sélé ou aux environs de Kinshasa, que d'accepter d'aller à Elema dans le territoire de Bolomba ou peut-être aller un peu plus loin, n'est-ce pas, à Malemakoul. Pourquoi? Parce que nous avons formé les gens, mais on n'a pas mis en place des conditions pour l'utilisation de cette intelligentsia que nous avions formée. Alors, le surplus, c'est-à-dire les gens qu'on n'a pas pu former, et aussi à leur tour, ils doivent aller tenter la chance ailleurs, soit dans les milieux urbains, ou alors aller en dehors du pays. Et c'est ce que nous avions connu vers les années 80. Allô? Je crois que le prof a un petit problème de connexion. Professeur, vous êtes là? OK, alors, comme le professeur là, a... son micro est juste mute, en fait. Il faut un mute le micro du prof. Alors, VP, vous pouvez nous aider à... Oui, voilà, activer c'est le bon. micro. Maintenant, ça va, vous me suivez? Nous vous suivons, professeur. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Voilà, j'ai parlé de l'exemple, n'est-ce pas, vers les années, disons, 80, 95, 96, jusqu'à l'an 2000, où tous les médecins, bon, pas tous les médecins, mais la plupart des médecins qui ont terminé à l'université de Kinshasa, dont un d'entre eux se trouve en formation avec Oula, n'est-ce pas, mais sont partis en Afrique australe. En Afrique australe, au Botswana, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, en Namibie. Pourquoi? Puis c'est là. Dès que vous venez, vous êtes un médecin, la première des choses, n'est-ce pas, vous avez un bon salaire. En même temps aussi, on vous donne un logement, vous avez un véhicule et il y a quand même de bonnes conditions. Et c'est ça le plus grand problème que nous avons. Nous-mêmes, par nos politiques internes, nous n'avons pas su utiliser rationnellement, n'est-ce pas, tous ces jeunes, n'est-ce pas, formés dans nos universités. Et suite au chômage, c'est le chômage. Alors, la meilleure chose, c'est quoi? C'est la création de l'emploi. L'État doit faire un effort pour la création d'emploi. Mais maintenant, avec la multiplication du nombre des universités, les universités, les instituts supérieurs, n'est-ce pas? Maintenant, c'est presque sur toute l'état de la République. Et que par an, n'est-ce pas? Ce sont des milliers de licenciés, des milliers de gradués qui terminent. Mais est-ce que nous avons une politique nationale pour caser, n'est-ce pas, tout ce monde, pour que l'État congolais puisse consommer ses propres produits? Et c'est ça la difficulté que nous avons. Et l'organisation collective dont je parlais devra faire en sorte que l'État congolais puisse, nous puissions créer l'emploi, lutter contre le chômage pour que les Congolais travaillent aussi à l'intérieur de leur propre pays pour le développement de leur pays. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Alors, il y a une deuxième question qui a été posée sur l'instabilité politique et les aspects sécuritaires. Et comme je ne cesserai jamais, n'est-ce pas, de le dire, que la politique intérieure, n'est-ce pas, a un rôle, le rôle, n'est-ce pas, que joue la politique intérieure sur la politique extérieure de l'État. C'est-à-dire, en grosso modo, la paix, la sécurité, l'organisation politique d'un État, bref, la cohésion intérieure constitue un gage pour les relations internationales. Donc, nous devons d'abord mettre sur le plan interne, qui est cette cohésion, la cohésion interne, autour de l'intérêt national. Quand vous posez la question, vous menez une enquête aujourd'hui, à travers la RDC, pour dire quel est l'intérêt national de la RDC. Notre intérêt national tourne autour de quoi aujourd'hui? Vous verrez que les réponses, n'est-ce pas? Et vous aurez beaucoup de réponses. Apparemment, il y a encore une coupure avec le prof. VP.
Allô, professeur? Apparemment, il y a un problème de connexion, encore une fois. Alors, je propose le temps que les professeurs nous reviennent. Non, ça va maintenant? OK, c'est bon, prof. Nous vous suivons. Merci de poursuivre. Nous avons ce problème-là de l'instabilité gouvernementale. Vous savez, la durée moyenne d'un gouvernement au République démocratique du Congo, c'est 1,6, c'est-à-dire c'est à peu près 18 mois. Alors dites-moi, en 18 mois, qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire? Qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire? Pendant que vous êtes là, les 3 premiers mois, c'est pour commencer d'abord, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, le commandement de votre ministère ou peut-être de votre secteur. Et les 3 mois autres, si vous allez commencer maintenant à initier peut-être des projets, mais vous n'avez même pas le temps d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes au pouvoir, il y a ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui font pression pour y entrer. Et ça devient maintenant une guerre, n'est-ce pas, la nervosité entre. Et cela, n'est-ce pas, ça nous pose des problèmes. Et ça a un impact sur la continuité de l'action de l'État. Ça a un impact sur nos relations avec les partenaires qui vont, n'est-ce pas, voir à tout moment. Au mois de janvier, c'était négocié avec tel, en face, c'est tel interlocuteur du gouvernement. 6 mois après, c'est tel autre qui vient, ainsi de suite. Mais bon, parfois, le style de travail n'est pas le même. Je proposerais que... En interne, la cohésion. C'est-à-dire carrément la caméra du prof, peut-être la caméra dérange. Oui. Non, je crois que ça va. Que nous devons assurer, n'est-ce pas, cette cohésion interne. Et sur la partie où il y aura la cohésion, c'est-à-dire que le Congolais se mette d'accord sur certains points, et en ce moment-là, ça pourra nous donner la force d'agir sur le plan externe. Mais tant que sur le plan interne, où il n'y a pas une cohésion interne, mais cela a un impact aussi bien sur l'armée, sur la police, sur le fonctionnement des institutions. Donc, nous devons faire un effort et c'est notre responsabilité à nous tous, sur le plan, n'est-ce pas, sécuritaire, sur le plan politique, économique. C'est de la responsabilité de tous les Congolais. Et en premier lieu, la responsabilité, n'est-ce pas, des dirigeants pour que nous puissions asseoir une cohésion interne pour faire de la RDC, n'est-ce pas, un État fort. Et s'il y a une cohésion interne, eh bien, le soutien, n'est-ce pas, à l'armée, mais cela va aller de soi. Nous devons, n'est-ce pas, faire cet effort. Alors, il y a la question de Alpha Kankanda, sur le facteur géographique, facteur démographique. Oui, mais il dit qu'il y a une certaine opinion qui est très partagée d'ailleurs de nos jours, qui soutient que l'espace n'est plus un atout et que ça devient maintenant un handicap, surtout pour les grands espaces, ça devient un handicap. Alors, il faudrait maintenant chercher, n'est-ce pas, à couper, à réduire, ou même le morcellement, et cela va permettre de pouvoir gérer des petits espaces avec beaucoup d'efficacité. Moi, personnellement, et puis les gens prennent un exemple, n'est-ce pas, l'ex-Yougoslavie, qui a été morcelé. Les gens citent un exemple aussi, le Soudan, avec le Sud-Soudan et puis la République du Soudan. Moi, personnellement, en tant que Congolais, je ne suis pas de cette opinion-là. Pour moi, la RDC doit rester dans ses frontières, n'est-ce pas, à la date du 30 juin 1960. Mais il nous faut, n'est-ce pas, une gestion rationnelle de l'espace. Et en même temps, on ne peut pas gérer rationnellement un espace s'il n'y a pas l'instauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue, n'est-ce pas, de la République démocratique. Il y a des endroits, des espaces qui échappent au contrôle, n'est-ce pas, du gouvernement. Et cela fait en sorte que c'est là où le gouvernement est absent, mais il y a d'autres forces centrifuges qui vont se créer, qui vont se développer pour commencer, n'est-ce pas, à concurrencer l'État. Alors que l'État est plus que toute autre organisation sociale et qu'aucune activité ne peut se dérouler à l'intérieur du territoire de l'État sans l'accord de ces derniers. Donc, nous avons ce problème-là. Moi, nous avons un grand espace, mais nous sommes obligés de l'utiliser rationnellement pour que cet espace puisse réellement contribuer à notre développement. C'est-à-dire, c'est pose un problème, n'est-ce pas, de la mise en place des réformes, la mise en place des politiques publiques qui vont dans le sens d'une bonne gestion de l'espace. Et en ce moment-là, n'est-ce pas, les choses pourront bien. Alors, il y a
il y a encore une autre question, c'est toujours en rapport avec le rôle de la population. Et comme je l'ai dit, moi j'ai dit, être nombreux, c'est un élément important. Ce n'est pas seulement sur le plan qualitatif, mais aussi, n'est-ce pas, sur le plan quantitatif, c'est-à-dire avoir une population de qualité. Une grande population, mais une population, n'est-ce pas, de qualité. Pas une population qui se bat tout simplement pour la survie, pour la subsistance, pour le jour le jour. Non, mais une population qui va devenir un facteur capital pour le développement de l'État. Et un État peut devenir aussi... Je prends l'exemple de la Chine. La Chine aujourd'hui, n'est-ce pas, si nous parlons des progrès, la Chine, vous connaissez la Chine mieux que moi, mais c'est la population chinoise qu'on a mis, n'est-ce pas, au travail, qui a cultivé, qui a planté, n'est-ce pas, et qui a fait que la Chine puisse d'abord, par sa forte démographie, obtenir l'autosuffisance alimentaire. Et à partir du moment où cette population, n'est-ce pas, travaille, mais la population va travailler dans quelles conditions? Il faudrait aussi que cette population soit rassurée qu'en travaillant, elle sera d'abord le premier bénéficiaire du fruit de son travail. Et puis après, mais si nous avons une population qui est découragée, qui ne s'est pas démotivée, et en ce moment-là, n'est-ce pas, ça ne pourra pas contribuer au développement public. Alors, M. René, sur le développement, il y a d'abord l'homme congolais. Mais oui, bien sûr. La RDC, nous devons, dans nos politiques publiques, investir dans l'homme. C'est un capital important. Nous devons investir dans l'homme pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des gens de qualité. Nous avons seulement, je vous donne un constat. Allons dans la fonction publique internationale. Fonction publique internationale, mais vous verrez, il y a un constat. La République démocratique du Congo est presque, bon, dire que sous-représentée, ça serait un peu quand même ne pas être honnête. Il n'y a pas sous-représentation. On est presque, la RDC est absente dans la fonction publique internationale. Nous avons combien de fonctionnaires internationaux? Ce sont quelques cas qu'on peut citer. Peut-être on peut parler les grands fonctionnaires internationaux, je ne sais pas si nous en avons même une vingtaine, une trentaine. Mais vous verrez que dans les institutions internationales, vous allez rencontrer les Sénégalais, par l'État pour les placer dans les institutions internationales, pour encourager les Congolais à aller dans la fonction publique internationale. Et je crois qu'en agissant de cette façon-là, ce sont ces gens-là qui feront la fierté de la République démocratique du Congo. Et même si ces gens-là bien informés, bien formés, on peut aussi utiliser sur le plan interne, mais on améliorera aussi, n'est-ce pas, leurs conditions de vie. Je ne vois pas un médecin qui a terminé à l'UNIKIN, qui va bien travailler, par exemple, au Botswana, en Afrique du Sud, et mis dans les mêmes conditions ici chez nous, je ne vois pas pourquoi son rendement doit être déficitaire. Donc, voilà, mes chers amis, les quelques éléments de réponse. Je sais que le débat ne pourra pas se terminer, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, tant sur le plan des politiques publiques, sur le plan de la cohésion nationale, sur le plan sécuritaire. Oui, c'est la sécurité de l'État, c'est l'affaire de tout ça. La population, l'armée, la police, c'est l'affaire de nous tous. Voilà, merci beaucoup. Professeur, nous remercions encore pour ces temps d'édification en guise de réponses. Comme le professeur le disait, le débat ne finira jamais. Certainement, on va encore se croiser sous d'autres organisations et on continuera à échanger parce que nous avons l'amour de notre pays. Alors, sans plus tarder, nous allons respectueusement accorder la parole à l'honorable pour répondre aux questions qui lui ont été posées. Honorable, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer avec la question posée par M. Alphonse qui est à Shanghai, qui m'a sûrement mal compris. Je ne me suis pas mis à condamner le colonisateur dans mon speech. Non, mais j'ai démontré que le système qui a été instauré par lui demeure et que c'est de notre responsabilité de pouvoir changer la donne. Quand j'ai pris l'exemple, vous trouvez normal qu'on ait, par exemple, créé le chemin de fer, créé les voies fluviales pour prendre le cuivre au Katanga, l'amener en Belgique pour le traiter? C'est anormal. Ce système qui a été instauré depuis la colonisation demeure jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas se dire indépendant dans ces conditions.
Nous devons, pour jouir de nos matières premières, tout faire pour arrêter avec ce système néocolonialiste qui existe toujours, afin que le jeune ait de l'emploi. Vous parlez de fuite de cerveau. Mais comment peut-on créer des emplois dans un pays qui n'est pas industrialisé? Or, pour industrialiser le pays, il faudrait qu'il y ait sur place ici des industries qui fabriquent les fils électriques avec notre cuivre, les meubles avec notre bois, qui était le diamant ici. Le Botswana l'a fait. Le diamant botswanais n'est plus exporté à l'état brut. Et cela permet à ce que sur place au Botswana, il y ait de l'emploi et aussi les devises qui servent à leur économie. Et j'ai pu se condamner nous-mêmes. Je nous condamne parce qu'on ne prend pas des dispositions pour que ça change. Et quand je parle de fuite des capitaux, ça, ce n'est pas l'étranger, c'est nous-mêmes. J'ai donné un exemple. Si depuis 60, tous ces gens qui ont été aux affaires et qui ont accumulé l'argent parfois détourné, ça va, mais cet argent est gardé à l'étranger. Mais si on avait créé des entreprises au Congo, il n'y aurait pas de chômage. C'est de ça que moi je parlais. Je n'étais pas en train de condamner les néocolonialistes, mais je voulais qu'on prenne conscience pour qu'on se libère de ce jeu néocolonialiste. Je pense avoir répondu à mon ami. Et puis, on ne peut pas se dire indépendant en Afrique. Prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest, qui a une monnaie toujours contrôlée par l'ancienne colonie, qui est la France. Comment peut-on se dire indépendant dans ces conditions? Nos pays ne sont pas encore réellement indépendants. Même sur le plan politique, il y a toujours de l'ingérence. Il y a toujours quelque part une main noire qui essaie de manipuler ceux qui nous dirigent. Donc, on doit prendre conscience pour nous libérer de cette situation. Il y a notre ami qui a parlé aussi de la Banque centrale et des banques commerciales ici. Toutes les banques sont étrangères. Est-ce qu'on peut se dire vraiment que nous sommes indépendants? Parce que toute l'économie est entre les mains des étrangers du fait que le Congo n'investit pas. On a déploré qu'il y a au Congo 1000 partis politiques, que c'est dommage. Parce que le Congo, c'est un pays des partis politiques et des églises. Sur chaque avenue, il y a un bureau de parti politique. À chaque coin des rues, il y a une église. Mais c'est terrible, ça. Cet argent-là qui est utilisé pour injecter dans la création de partis politiques, dans la campagne électorale, si on pouvait aussi l'injecter dans l'économie du pays, je pense que ça changerait. Donc, il faudrait qu'on prenne des dispositions pour qu'il y ait aussi des banques congolaises. Je prends les entreprises de téléphonie cellulaire. Aucune n'est congolaise. Elles sont toutes étrangères. Et je me dis même que nos dirigeants sont écoutés. Parce que tout est tenu par l'étranger. Les banques, les supermarchés, tout est en main des Congolais. Ceux qui dirigent doivent mettre en place, issus de ceux-là, un système qui ferait, par exemple, que les jeunes aient des crédits qui leur permettraient de créer des emplois. Ici, on ne forme que les demandeurs d'emploi, alors qu'il n'y a pas d'emploi. Chaque année, il y a des milliers de diplômés à l'université, à l'UNIKIN, INULU, l'IEC. C'est pour en faire quoi? Tant qu'il n'y a pas des emplois créés. À moins que j'ai oublié, je pense que ce sont là les questions qui m'ont été posées. Quant à la Banque centrale, moi, je pense que ce qu'il a dit, c'est une proposition que nous devons faire pour que la Banque centrale puisse ouvrir aussi ses guichets aux Congolais. Mais malgré ça aussi, le plus grand problème chez nous, ce n'est même pas ça, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce que même si la Banque centrale ouvrait ses guichets aux Congolais, tant que ceux qui détournent ont la possibilité de soudoyer des décideurs, ceux qui sont appelés à contrôler la sortie des capitaux d'entreprises de façon illicite, tant que ces gens seront corrompus, ça ne va pas changer. C'est la justice plutôt qui devrait être indépendante et puis être objective pour mettre fin à cela. Or, là aussi, c'est une longue histoire par rapport à la justice. Donc, on a encore trop à faire. Nous dire aujourd'hui qu'on est indépendant, c'est très relatif, et surtout sur le plan économique. Alors, je voudrais vous demander une faveur parce que, vous savez, nous sommes en train de préparer des listes de nos candidats pour les élections.
je suis attendu quelque part pour une réunion. S'il y a encore quelques questions à me poser, on peut les poser, je réponds et puis je pars. S'il n'y en a pas, je peux arrêter pour répondre à d'autres rendez-vous. Honorable, merci. Nous pensons que c'est bon. On va plus prendre une autre série des questions. Et déjà, sachant pertinemment bien que nos intervenants ont des horaires suffisamment chargés, je vous ai signalé à l'introduction que les professeurs Bongui est directeur des cabinets adjoints au ministère des Urbanisme et Habitat, et vous avez là l'honorable. D'ailleurs, les autres intervenants, on a comme l'impression qu'ils traînent toujours pour nous rejoindre, et nous allons peut-être prendre seulement 2 questions pour carrément terminer. Peut-être prendre seulement 2 questions. Je vois une main, Madame Lucrèce. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, nous vous recevons. D'accord, merci beaucoup. Je suis Lucrèce Bushindo, je réside en Chine et je suis licenciée en Business Administration cette année. Alors, ma question va être posée directement au fait, ma question est adressée à Monsieur Steve. Alors, lors de sa prestation, monsieur a justement soulevé le point sur l'exportation. Et voilà, il a mentionné quelque chose de très important, comme quoi nous avons beaucoup de choses à exporter, à exporter justement. Donc, il n'y a pas que les diamants, les cuivres et tout ça. Et je suis en Chine, ça fait plus de 5 ans et j'évolue dans le milieu agricole. Ça fait actuellement 3 ans. Alors, ces problèmes de l'exportation me posent vraiment, moi personnellement, un grand problème parce qu'il faut savoir que la Chine est l'un des pays qui exporte le produit agricole, mais comme pas possible. Chaque année, mon équipe et moi, nous recevons des offres sur le produit comme le caoutchouc, le produit comme le sésame, le produit comme le maïs, le produit comme les arachides. Et c'est dans plus de 3000 tonnes l'année ou au-delà. Et ce qui est toujours plus minable, c'est que tous ces produits-là, on ne peut pas l'avoir en RDC. Je fais les trainings avec des compagnies. Malheureusement, je ne peux pas faire les trainings avec des compagnies, avec des compagnies qui se trouvent à Kinshasa ou en RDC à cause justement de manque de stock. Et pour ça, nous sommes censés de travailler beaucoup plus avec la Côte d'Ivoire, beaucoup plus avec la Tanzanie, beaucoup plus avec le Bénin également. Alors, 2 fois, il m'arrive d'arriver dans des conférences où je suis congolaise lorsque je me présente et on voit le produit dont je présente et ma nationalité. Ben, il y a certains acheteurs, justement, certaines entreprises qui me demandent, mais vous n'avez pas ce produit chez vous, mais vous êtes du Congo, pourquoi vous exportez là-bas? Et c'est quelque chose qui m'embête, moi, personnellement, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas pourquoi la RDC prend toujours l'or, les minerais pour mettre en avant, alors qu'il y a des années, la RDC produisait du caoutchouc au niveau de Nord Kivu, à ici précisément. Moi, personnellement, j'ai fait de mon mieux pour entrer en contact avec certaines autorités, pour leur supplier, je peux dire, de faire améliorer ou d'encourager l'agriculture pour faire de l'exportation. Je suis ici en Chine et je m'étais dit, je ne peux pas faire l'exportation de la Chine en Afrique, mais je vais faire de l'Afrique en Chine. Et c'est une tâche qui est très difficile parce que je me rends compte que dans mon propre pays, on a d'abord ce problème-là. Ce n'est pas qu'on n'a pas de produits, mais les produits ne sont pas vraiment suivis à titre de l'exportation. Il n'y a vraiment pas d'encouragement. J'ai vraiment essayé d'entrer en contact et j'ai comme l'impression qu'il y a toujours des lenteurs. Alors, lorsque M. Steve a soulevé justement ce point de l'agriculture, je me suis dit non, il faut quand même que je puisse mettre un mot dessus. Je ne suis pas là pour une question, mais je suis là pour une suggestion. Monsieur, vous êtes député et je vais encore une fois, si je peux me permettre, vous supplier de ramener encore
cette doléance au niveau des autorités. L'agriculture est très importante. Des quantités que les Chinois demandent ici des produits agricoles, de fois moi-même je suis dépassée. De fois la Côte d'Ivoire ne peut pas fournir cette grande quantité-là au moindre des temps. Donc on est obligé de prendre ici. Mais la RDC, on ne peut même pas fournir 500 tonnes. On ne peut même pas. Donc, il y a déjà le problème des produits, il y a également les méthodes de paiement qui posent un problème. Aujourd'hui, la technologie a avancé, les méthodes de paiement ont avancé. Deux fois, même avec l'or, des fois avec l'or, j'ai essayé de tenter même avec l'or, la méthode de paiement était carrément minable, je peux dire. C'était vraiment, les méthodes de paiement sont encore vraiment des aïeux. Je vous en conjure, messieurs les députés, vraiment prenez ces sujets de l'exportation à main. Vraiment, c'est très important. J'évolue dans l'exportation des produits agricoles ici en Chine et je vous en parle avec expérience que j'ai pu voir et expérimenter depuis plus de 3 ans. Voilà ce que j'avais quand même à dire. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci pour votre intervention. Honorable, peut-être quelque chose à dire? Je pense que madame n'a pas posé une question, plutôt elle a fait les propositions, puis on prend bonne note. Et pour un peu soutenir ce qu'elle vient de dire, nous sommes un très grand pays, on dit un très grand pays avec des superficies inexploitées. Alors, comment est-ce qu'on peut manquer du maïs pour l'importer de la Zambie et quand on bloque l'importation, eh bien, on pleurniche. Moi, je pense que madame a raison. On prend bonne note ces propositions, qu'on fera parvenir à qui des droits. Merci beaucoup, honorable. S'il vous plaît. Oui, prof. Merci, prof. Une petite correction par rapport à mes fonds. Je suis On a du mal à recevoir le prof. Non, je disais que je suis plutôt d'Ilkaba à l'aménagement du territoire et non pas l'urbanisme et habitat. OK. Merci beaucoup, professeur, pour ces recadrages. Ça valait la peine. Merci, professeur. Donc, merci à l'aménagement du territoire. OK. À présent, je voudrais très rapidement, parce que nous sommes en train de clôturer, passer la parole au président de la communauté congolaise en formation en Chine de Wuhan pour un mot de remerciement. Monsieur Jigel Mbala, vous avez la parole. Okay. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, chers collègues assistants. Aimable honorable Steve, aimable professeur Bongi, chers collègues présidents de communautés sœurs, aimable assistance, nous voici enfin favorablement édifiés par les différentes pertinentes interventions. Le Congo est notre héritage et notre sol, notre avenir. C'est à nous de le rendre meilleur. Après 63 ans, nous avons un mot à dire sur la scène internationale. Nous avons quelque chose à faire pour ce grand pays à la forme d'un continent. Une fois de plus, nos sincères remerciements aux orateurs pour ce soir au séjour. Malgré leurs multiples occupations, ils ont accepté de répondre à notre invitation afin d'aider le jeune scientifique à comprendre les atouts à notre possession. Particulièrement, nous remercions l'honorable Steve pour sa simplicité, sa disponibilité, et le prof Bongi également, et monsieur le recteur qui vient de nous faire signe qu'il a empêché. Il a une activité à l'Académie des Beaux-Arts. Il voudrait peut-être nous rejoindre après, mais le temps déjà est imparti. Et nos remerciements également au professeur Daniel, au professeur Bongi, encore une fois de plus, pour votre disponibilité, pour avoir nous honorer à vos riches interventions et partages. Merci à tous nos collègues présidents des villes
Et à chère assistante, de partout vous nous recevez, nous vous disons merci sincèrement d'accorder l'attention à cette activité. Ensemble, nous pouvons relever les défis. Encore une fois de plus, que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les présidents. En tout cas, toute l'assistance, nous vous remercions. Il m'a été reproché que je ne me suis pas présenté. Désolé pour cela. Je suis Prosper Kitende. En ce moment, en dernière année des masters en relations internationales à China Foreign Affairs University, dans l'Université des Affaires étrangères de la Chine, à Beijing, la capitale. Et au pays, je suis assistant dans le département des relations internationales à l'Université de Kinshasa. Et puis, je suis énarque. J'ai fait l'École nationale d'administration. Je suis énarque de la 2e promotion. Voilà. Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait au début de notre conférence. En tout cas, merci. C'est par ici que nous mettons fin à cette édification scientifique. Merci beaucoup. Bon, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, prof. Merci. À tous. Monsieur Prosper, vous n'avez pas fini nos questions, hein? Désolé, maman, les temps. Désolé. Mais il fallait que l'on continue en privé. Les professeurs pouvaient nous accorder ça. Bon, bah, je vais lui demander. Ce sont des choses qui doivent se répéter.